Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un texte vraiment fondamental, particulièrement intéressant pour vous en tant que lycéen. On va parler d'un récit autobiographique, intime et extrêmement puissant, Une jeunesse au temps de la Shoah, de Simone Veil. L'idée ici c'est de faire d'abord un court résumé de l'intrigue pour bien se repérer, et ensuite de suivre ensemble plusieurs pistes d'analyse pour vraiment décortiquer les grands thèmes de ce livre. Alors, avant d'aller plus loin, juste un petit rappel. Qui est Simone Veil? C'est tout simplement l'une des figures majeures du XXe siècle en France. Survivante de la Shoah, elle est devenue une femme politique absolument incontournable. Ministre, présidente du Parlement européen, membre de l'Académie française, bref, un symbole immense de courage et de modernité pour les femmes. Et honnêtement, quand on garde ce destin exceptionnel en tête, la lecture de ces jeunes années devient encore plus poignante. Voici notre plan pour aujourd'hui. On commence par le résumé de l'intrigue. Ensuite, on parlera du contraste entre le bonheur et la tragédie. En 3, la montée de l'antisémitisme. 4, témoigner de l'horreur. Et on terminera avec le devoir de mémoire. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, le résumé de l'intrigue et la chronologie des événements. Pour bien analyser cette autobiographie, il faut comprendre comment la grande histoire vient percuter violemment l'histoire personnelle de l'auteur. Tout commence en 1927 avec la naissance de Simone dans une famille très aimante, très protégée, à Nice, dans le sud de la France. Mais pendant qu'elle grandit paisiblement dans les années 30, on assiste en toile de fond à la montée du nazisme en Europe. Et le véritable tournant, la cassure en France, c'est 1940, avec la mise en place des lois antisémites du régime de Vichy, qui marginalise sa famille petit à petit. Jusqu'à l'irréparable en 1944, l'arrestation et la terrible déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Ce qui nous amène à notre deuxième axe de réflexion, le contraste frappant entre le bonheur et la tragédie, entre l'avant et l'après. Ce qui est vraiment fascinant quand on étudie la construction de ce récit, c'est que l'auteur prend beaucoup de temps pour insister sur la nostalgie d'une jeunesse paisible. Elle nous décrit des ambiances super calmes à Nice, la mer, les vacances, les confidences avec ses sœurs. Et c'est une technique littéraire extrêmement efficace. En peignant ce tableau d'une vie totalement normale et remplie de tendresse, eh bien elle rend l'horreur qui va suivre d'autant plus insupportable pour nous les lecteurs. Et d'ailleurs, ce contraste, on le voit directement dans le choix de son vocabulaire. D'un côté, on a tout un champ lexical très positif. Celui de la lumière et de la joie, famille heureuse, tendresse, éclat de rire. Et puis, soudain, c'est la cassure. À la fin d'un chapitre où elle raconte son 12e anniversaire, elle écrit cette phrase terrible. « Le paradis de l'enfance était en train de s'engloutir ». Le verbe « s'engloutir », c'est fort, non? Ça donne vraiment cette image d'un naufrage inévitable, comme une catastrophe naturelle qui avale absolument tout sur son passage. On passe à notre troisième piste d'analyse, la montée de l'antisémitisme, qui est décrite non pas comme un choc immédiat, mais comme une lente progression. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que l'exclusion arrive du jour au lendemain. Mais le texte nous démontre exactement l'inverse. Regardez cette phrase, elle est cruciale. La politique, à cette époque, entrait à pas feutrer dans ma vie de lycéenne. L'expression à pas feutrer, ça veut dire doucement, en silence, sans faire de bruit. Au début, ce sont juste des discussions dans la cour d'école, des insignes sur les vestes, des rumeurs lointaines. La menace, elle s'installe dans le quotidien de manière presque banale. Et puis, petit à petit, le piège se referme. En octobre 1940, le statut des Juifs est imposé par le gouvernement de Vichy. Et le livre montre très bien comment cette oppression devient légale. Par exemple, le père de Simone n'a carrément plus le droit d'exercer son métier d'architecte. La famille est obligée de chercher de faux papiers, de vivre avec cette boule au ventre, cette peur constante des contrôles d'identité. Pour nous, aujourd'hui, c'est une occasion précieuse de réfléchir aux mécanismes qui rendent une dictature possible. N'oubliez jamais ça. La violence physique est toujours précédée par une exclusion purement légale et administrative. Et cela nous conduit naturellement à notre quatrième partie, la plus difficile. Témoigner de l'horreur et de l'expérience des camps. Comment est-ce qu'on peut trouver les mots pour décrire l'indescriptible? Eh bien, Simone Veil le fait avec une sobriété incroyable. L'un des passages les plus glaçants du livre, c'est son arrivée à Auschwitz. Imaginez un peu, elle a seulement 16 ans et demi. Et là, dans la file d'attente, au milieu d'un chaos total, des prisonniers plus anciens lui murmurent ce conseil vital. Surtout, dis bien que tu en as 18. Ce mensonge tout simple sur son âge, ça lui a littéralement sauvé la vie ce jour-là, en lui évitant les chambres à gaz qui étaient réservées aux enfants et aux personnes jugées trop faibles pour travailler. C'est avec ce genre de détails très intimes que son récit nous bouleverse. Quand on lit le texte de près, on comprend vite que le but des nazis, c'était de détruire l'individu psychologiquement avant même de le tuer physiquement. Simone Veil décrit ce moment, on lui tatoue son numéro sur le bras, le 78 651. On lui confisque ses vêtements, on lui tond les cheveux. Elle se compare même à du bétail pour bien faire comprendre cette déshumanisation totale. Mais d'un point de vue littéraire, ce qui marque, c'est son style. Il n'y a pas d'effet dramatique exagéré. C'est factuel, c'est sobre, et il n'y a pas ce qu'on appelle de pathos, d'émotion forcée. Et honnêtement, c'est exactement cette retenue qui rend son témoignage 1000 fois plus percutant. Enfin, nous arrivons à notre dernière partie, le devoir de mémoire et la portée universelle de ce texte. On peut se demander pourquoi écrire ce livre des décennies plus tard. La réponse, elle est dans la transmission.
L'œuvre de Simone Weil, ça appartient à ce qu'on appelle la littérature testimoniale. C'est un concept clé à retenir pour vos cours. C'est pas une fiction, c'est pas un petit roman inventé pour nous divertir. C'est un vrai récit de mémoire, un document historique et moral. Elle a transformé sa tragédie personnelle en une leçon pour l'humanité tout entière, pour qu'on n'oublie jamais de quoi les hommes sont capables, et pour éviter que ça ne recommence. Et ça, c'est l'essence absolue du devoir de mémoire. D'ailleurs, le choix même de publier ce livre confirme cette volonté de transmettre. Ce texte a été spécialement édité et pensé pour des lycéens, pour des jeunes de votre âge. Le but, c'est pas de vous choquer gratuitement, mais vraiment de vous faire réfléchir. À travers sa sobriété, Simone Weil nous donne une leçon de courage impressionnante et nous invite tous à rester très, très vigilants face aux extrémismes. Au final, ce livre n'est pas juste une leçon d'histoire pour le lycée. C'est une véritable invitation à construire ensemble notre mémoire collective. Mais je vous laisse avec cette question très profonde qui ressort de notre analyse. Les simples mots humains sont-ils vraiment suffisants pour réussir à retranscrire une telle horreur ? Je vous laisse y réfléchir.